Eh ben, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce cinquième webinaire MSH France WhatsApp. Et surtout, c'est le dernier de l'année. La semaine de Noël, on l'a rendu un peu particulier. J'ai la chance d'avoir l'intégralité du COMEX MSH France à mes côtés en présentiel ici. Je pense que vous les voyez sur la grande caméra de côté. Et puis, rien que pour vous, on a fait, comme vous pouvez le constater, un effort vestimentaire puisque c'est la journée du pull moche de Noël. Et du coup, on va vous faire travailler un petit peu pendant ce webinaire, puisque vous allez devoir élire le pull de Noël. Je n'ai pas dit la personne, hein, le pull de Noël le plus moche de tous au niveau des membres du COMEX. Alors peut-être Fabrice, un mot, comment ça on va procéder? Alors, on va montrer la slide. Bonjour à toutes et tous. Merci Fred. Effectivement, vous allez pouvoir voter durant toute la durée du webinaire grâce au module de sondage qui va apparaître sur la droite de votre écran. Nous vous révélerons le gagnant à l'issue du webinaire. Donc, il y a même un trophée. Comme d'habitude, ce webinaire sera enregistré, fera l'objet d'un replay. Comme d'habitude, vous pourrez nous poser vos questions grâce au module de Question and Answers qui apparaît en bas à droite de votre écran. Et comme d'habitude, on vous demandera également à la fin du webinaire de bien vouloir compléter l'enquête de satisfaction afin qu'on puisse s'améliorer. Voilà, Fred. Merci Fabrice. Donc voilà, moi je crois que je sais déjà pour qui je voterai, mais bon, je vais pas le dire maintenant. Et à vos votes, et puis on va quand même travailler un petit peu pour ce dernier webinaire. Donc on va passer à l'agenda et on va vous parler, comme à l'accoutumée, Amandine et moi, on va donner l'actualité du groupe. Amandine va présenter les chiffres et puis je donnerai un peu des informations complémentaires. Et puis également, comme à l'habitude, on va faire un point sur l'activité commerciale. Donc ce sera les deux Laurent, le duo des deux Laurent qui le fera. C'est particulièrement important puisqu'on est en période de renouvellement, même si ça arrive à sa fin. On fera ensuite l'ensemble, chacun des membres du COMEX interviendra pour ce qu'on a appelé les tops et les flops 2022. Donc on fera, puisque c'est le dernier webinaire de l'année, une rétrospective rapide de l'exercice 2022, quelles sont les choses qu'on estime qui ont bien marché, qui sont nos fiertés, et puis les choses sur lesquelles on aurait peut-être pu mieux faire. On fera ensuite un question-réponse, et puis le résultat tant attendu par tous les présents ici, de savoir qui est l'heureux élu, le résultat de vos votes sur le pull le plus moche. On aura une session questions-réponses. Néanmoins, et Fabrice l'a indiqué, ce webinaire, on est là pour vous, il est fait pour vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, à ce qu'on interagisse et qu'on le rende le plus interactif possible. Je pense que c'est plus intéressant. Il n'y a pas de mauvaises questions, il peut y avoir des mauvaises réponses, donc n'hésitez pas. Et parfois, je sais que certains n'osent pas poser de questions, donc jetez-vous à l'eau pour vos collègues. Certains d'entre vous ont peut-être les mêmes questions, donc voilà, n'hésitez vraiment, vraiment pas. Voilà, et puis on fera le mot de la fin et on aura terminé. Voilà, on est ensemble pour l'heure qui suit. Je vous propose qu'on démarre sans plus attendre avec le point d'activité. On va commencer avec nos tableaux habituels sur le chiffre d'affaires. Merci Fred. Bonjour à tous. Donc on voulait partager avec vous les dernières nouvelles sur l'activité du groupe. Donc vous êtes familiers de ces tableaux. Donc d'abord au niveau du groupe Diociassi, partager des bonnes nouvelles avec à fin octobre une très belle performance globale du groupe, puisque on enregistre une croissance de près de 10% en plus si on compare à la même période l'année dernière à fin octobre, hein, une belle croissance du chiffre d'affaires. Et concrètement, cela se traduit par une avance de 17 millions d'euros par rapport à la cible du budget de cette année. À noter que nous bénéficions d'un effet de change globalement favorable. Mais voilà, c'est une bonne nouvelle pour le groupe Diociassi. Vous voyez ici le détail par BU. S'agissant maintenant de MSH, donc MSH contribue fortement à cette bonne performance, puisque voilà, nous-mêmes, nous avons une croissance de près de 15% supérieure à la même période l'année dernière. Et nous sommes aussi en avance par rapport à la cible du budget d'environ 2,6 millions d'euros. Nous sommes la BU qui est sans doute une des plus portées, il est vrai, par les effets de change. Hein. On bénéficie d'un euro qui est faible. Mais voilà, ça donne les chiffres que vous voyez et une belle avance, y compris pour MSH à fin octobre.
Merci Amandine. Si on passe un petit peu sur l'aspect plus qualitatif et qu'on commence par un petit peu l'actualité du dernier mois ou des 2 derniers mois au niveau du groupe. Je- voilà. Pour ceux qui s'en rappellent, si vous étiez là l'an passé, on a annoncé, je crois que c'était le 16 novembre 2021, le regroupement des entités Duo CSI pour ne former qu'un seul groupe et le premier courtier français. Donc on a fêté le mois dernier, on a soufflé notre première bougie et vous avez vu les chiffres qu'a présenté Amandine. On a pratiquement 10% de croissance. Donc c'est plutôt une excellente nouvelle que notre premier exercice commun montre qu'on fait mieux que le plan que nous avions prévu et démontre la pertinence de ce projet de rapprochement entre Duo et CSI. Donc, je trouve que ça, c'est une excellente nouvelle. Dans l'actualité du groupe un peu plus récente, il y a également une acquisition que vous avez peut-être vu passer. Elle a été relayée dans la presse et puis sur nos sites. C'est l'entreprise Urios. Donc, Urios, c'est l'entreprise qui est dans le crédit et le financement des entreprises. Donc, ça concerne Duo CSI, Credit Trade Finance. On parle d'une entreprise de 90 collaborateurs qui sont en France et au Portugal. On parle de 16 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et du coup, l'entité Diociasi Crédit atteint désormais 50 millions d'euros de revenus. J'ai voulu en parler parce que ça montre aussi que notre groupe, qui a juste un an, va de l'avant, est capable d'attirer des courtiers qui souhaitent nous rejoindre et s'allier à un grand groupe. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça montre que voilà, on est du bon côté et qu'on avance. Toujours, alors, sur les acquisitions, euh, pour votre info, il y a d'autres acquisitions qui sont actuellement à l'étude, mais tant que c'est pas signé, c'est pas fait, et tant que c'est pas signé, on ne peut pas en parler. Mais sachez que voilà, il y a d'autres choses dans les tuyaux, et lorsqu'on pourra le dire, vous le verrez apparaître. On fera à ce moment-là des press releases. Voilà, on a également fait au niveau du COMEX de DioCSI un Digital Day. Donc, on avait des représentants des business units. Il y avait 3 personnes pour MSH qui étaient présentes. On a eu des représentants de ce qu'on appelle des InsurTech et des FinTech, donc des entreprises innovantes en fait, dans le monde du digital et dans le monde de la finance et de l'assurance, avec comme objectif de créer du partage entre nous, de s'ouvrir les chakras sur le monde qui change et ce que nous devons faire en tant qu'entreprise. Et c'était extrêmement intéressant. Donc, on a présenté en fait les projets digitaux de MSH pour ce qu'on a en tête pour les 2 prochaines années. Et puis, on a regardé les présentations des autres et puis on a regardé ce qui se faisait également sur le marché pour conclure qu'il faut qu'on travaille plus en commun pour créer des outils et des actifs digitaux au bénéfice en fait de nos clients et de nos prospects. Donc, à nouveau, on voit quand même qu'on est dans un groupe en mouvance et qui avance, je trouve, dans le bon sens. Et puis, le dernier point, j'ai appelé ça gouvernance. J'avais fait venir Isabelle Écoute sur un des webinaires, la DRH Group. Vous avez peut-être vu, mais elle annonçait qu'elle quitterait l'entreprise fin mars. Et nous avons annoncé l'arrivée de Sylvie Roland, qui sera son adjointe tant que Isabelle sera là. Sylvie Roland était en la RH de Alliance Partner. Et puis on a également quelques changements qui ont été annoncés, je crois, qui sont en cours à la finance, au niveau de la direction financière. Et de façon générale, pour un groupe qui a un an, qui se structure, qui avance, forcément, ça crée des ajustements et des évolutions dans la gouvernance. Donc voilà, ne soyez pas surpris, ça peut toujours encore un peu bouger. Et c'est normal, c'est plutôt une bonne chose. Si on passe maintenant plutôt côté MSH, les points que je voulais souligner dans cette vision un petit peu globale de l'actualité, les Laurent vont vous en parler, hein, on est vraiment plutôt à la fin, mais de la période des renouvellements. On s'inquiétait un petit peu au début, puisqu'on avait une inflation médicale élevée avec des redressements à passer. Donc voilà, je voulais souligner, je voulais rappeler que en France, et vous avez vu les chiffres sur MSH, la France doit avoir plus de croissance à l'avenir. C'est les autres business units de MSH qui tirent la croissance en 2022. Se développer, c'est d'abord garder nos clients existants. Et garder nos clients existants, c'est l'affaire de toutes et de tous, dans tous les services. Et je sais que vous en êtes conscient, donc je voulais simplement le souligner et remercier tout à chacun pour le travail qui est réalisé autour du client. Et puis, bien renouvelé, je le souligne, c'est un clin d'œil pour Laurent, c'est aussi travailler sur l'évolution de nos rémunérations. On est dans un monde où il y a plus d'inflation, donc effectivement, il faut travailler également sur ce point-là, et je sais que chacun en est conscient. Je voulais également parler, on en a déjà parlé, on a fait même des webinaires spécifiques sur le projet Golden Gate qui vise
transformer nos opérations, à amener aussi les actifs digitaux qu'on a évoqués d'ailleurs dans le Digital Day pour être beaucoup plus client-centrique. Et sur les dernières semaines, il y a eu un certain nombre de groupes de travail avec des collaborateurs qui se sont portés volontaires, qui ont travaillé dans ces GT. Donc, je voulais en profiter pour les remercier parce qu'il y a eu beaucoup de contributions. Donc, je suis ravi de voir comment ça avance. Et je voulais également remercier ceux qui ne sont pas forcément dans les GT, mais je sais que si vous avez des collègues dans des groupes de travail, il y a une charge de travail qui peut être un peu déportée sur les autres. Donc, je voulais également les remercier puisque voilà, ils déchargent leurs collègues qui peuvent se mobiliser sur ce projet. Donc, voilà, c'est un projet important. Je crois qu'on va en reparler un petit peu après encore. Ce qui nous a mobilisés, alors vous ne l'avez peut-être pas vu dans les dernières semaines, c'est le process budgétaire auquel on fait le prévisionnel 2022, mais surtout, on va travailler sur le budget 2023. Quel est le chiffre d'affaires que nous visons pour MSH généralement, MSH France en particulier? Quelles sont les ressources que nous pourrons alors allouer, y compris les postes que nous voudrions ouvrir, hein, pour avoir. Donc, si on a des chiffres d'affaires en croissance, on peut plus facilement ouvrir des postes que ce n'est pas le cas, évidemment. Et puis, quels sont les investissements d'avenir qu'on veut faire, notamment tous les investissements sur la partie informatique, puisque là, on demande une enveloppe significativement plus élevée que les années précédentes. Elle n'est pas encore agréée, donc c'est l'objet d'intenses discussions et négociations. On va reparler également, mais on aura une réunion de lancement tous ensemble le 17 janvier 2023. Et donc, ça sera aussi l'occasion, lorsqu'on aura l'ensemble des chiffres 2023, de venir vous les présenter, puis vous donner un peu nos grands axes et nos grands objectifs de l'exercice 2023. Je ne serais pas complet si je ne faisais pas un retour sur ce qu'on appelle le REX du Flex, le retour d'expérience du Flex. On a lancé un sondage le 16 novembre suite au passage en Flex et ça nous a semblé normal au niveau du COMEX de venir vous faire un premier retour. Alors, c'est un premier retour, c'est-à-dire que on est encore en train de dépouiller l'ensemble des réponses. Il y a beaucoup de verbatim, donc c'est très, très riche. Et donc, on reviendra vers vous avec des éléments beaucoup plus complets, éventuellement des actions qu'on envisage. Maintenant, on s'est dit, puisqu'on vous parle, puisque vous avez eu la gentillesse pour certains d'entre vous de prendre le temps pour répondre, ça me paraissait normal qu'on vous donne un peu ce qui apparaît. Alors, pour mémoire, c'est quoi le passage au flex, hein, pour resituer un petit peu le contexte? Je vous ai évoqué le rapprochement Dio-CIACI. Sur Paris, nous sommes sur 3 sites. On a la volonté de regrouper les équipes, notamment IRD, etc., pour qu'elles travaillent mieux ensemble. Et du coup, on se dit que c'est mieux de passer de 3 sites sur Paris à 2 sites. Et globalement, en fait, de reprendre les sites qui étaient ceux traditionnels de CIACI, dans le 17e à Batignolles et puis à Clichy pour Equinox. C'est une opération qui a lieu dans d'autres villes, hein. Ça a été également le cas à Lyon, je crois aussi à Bordeaux. Donc voilà, c'est quelque chose qui a eu lieu. Comme on est dans un environnement où le télétravail est désormais ancré, c'est une chose voilà, sur laquelle on ne revient plus, pour ceux qui le souhaitent bien sûr, en moyenne, je vais la faire extrêmement simple, on a 50% des effectifs dans une semaine qui est au bureau. Et du coup, le flex, c'est ce qui permet d'être au bureau à l'usage, de ne plus avoir un bureau à louer et de permettre de regrouper les collaborateurs qui venaient de Dio sur les sites historiques de CSI. Grâce au télétravail. C'est ce qu'on appelle le mode hybride, où vous allez être certains jours à distance et certains jours au bureau. Donc, les deux sont un peu liés, le passage au flex avec ce mode hybride et le regroupement de Dio et de CSI. Alors, on a envoyé à l'ensemble des collaborateurs de MSH France, donc 235 au total, des invitations pour répondre à ces questionnaires. Et merci, puisque vous êtes 56% à avoir répondu et à nous avoir donné votre sentiment, y compris avec un certain nombre de verbatim qui permettent d'avoir un peu de relief par rapport à ce que vous nous avez dit. Alors, si on passe aux résultats justement de ce sondage, d'abord, il y avait une demande un peu générale. Êtes-vous satisfait du passage sur le Flex Office? Vous êtes un peu plus, à peine un peu plus de 1 sur 2 à vous être estimé satisfait ou très satisfait de ce passage au Flex. Vous êtes 1 sur 3 à être plutôt neutre, c'est ni bien, ni moins bien, ni mieux. Et puis 1 sur 6 à indiquer que vous n'êtes pas satisfait. Donc, grosso modo, on a appelé ça une satisfaction mesurée. Globalement, vous êtes satisfait ou neutre, mais on a quand même une personne sur 6 qui trouve que ce n'était pas une bonne idée, qui sont en tout cas insatisfaits par la situation actuelle. Alors, si on rentre un tout petit peu plus dans le détail et qu'on revoit un petit peu les remontées que vous avez pu faire,
Voilà. Sur quels étaient les avantages et quels étaient les inconvénients. On les a classés par ordre. Je vais prendre le top 6 de chacun, puis bien sûr, je pourrai répondre avec mes collègues aux questions que vous pourriez avoir. Le numéro 1, je vais commencer par les avantages que vous voyez à gauche à l'écran, c'est le lien avec les autres. On est passé dans un environnement qui est plus ouvert, il n'y a plus de bureaux fermés, et vous estimez finalement que le flex a créé plus de fluidité et plus de liens avec les autres. Donc ça, c'est votre critère numéro 1 qui apparaît dans les avantages. En flex, on peut aussi changer d'endroit, on n'est pas obligé d'être toujours au même bureau, et puis également, on peut choisir sa mobilité. Il y a des jours où on est chez soi, il y a des jours où on est au bureau, et ça apparaît également comme un critère, un avantage, une appréciation élevée dans vos retours. Ça va d'ailleurs de pair avec le travail hybride, donc vous avez bien compris. Hein, excusez-moi, j'ai mon PC qui dit qu'il veut rebooter. Voilà. J'arrive pas, mais j'espère qu'il va pas rebooter. Donc, vous avez été un certain nombre à dire que vous avez bien compris que le flex et le travail hybride, ça allait de pair. Et donc, pour vous, c'est une avancée appréciée. Le fait d'être sur des bureaux à l'usage, ça va aussi un petit peu avec le choix des espaces. Ça casse la routine et vous êtes 20%, merci, c'est ça, rebooté, vous êtes 20% à apprécier le fait qu'on n'est plus dans une routine et que c'est un élément positif qui apparaît dans vos retours. Et puis le dernier point, un peu plus faible, 11% d'entre vous indiquent que dans les avantages, vous trouvez que finalement, on est maintenant sur une organisation qui est plus souple et que vous avez une meilleure accessibilité aux managers et même, on le voit un petit peu plus loin, à la direction, aux exécutifs de MSH, et ça vous donne l'impression d'être dans un environnement avec un management plus agile. Voilà, ça c'est les avantages. Il y a un peu plus de détails, vous le voyez à l'écran. Si on passe maintenant aux inconvénients, alors c'est assez intéressant et vous allez voir, c'est que finalement, chacun voit un peu midi à sa porte. Ce qui va être bien pour l'un, vous voyez que dans les avantages, il y a casser la routine. Ben, ça va être pas forcément bien pour d'autres, puisque pour d'autres, dire ah ben, mais j'ai plus mon bureau comme avant, etc. Donc, on va voir que ben, on peut pas satisfaire toujours tout le monde et euh, le bruit est un problème pour certains et d'autres vont dire on est obligé de travailler dans un silence de mort. On va mesurer que ben voilà, il y a un problème et on voit d'ailleurs, c'est le critère numéro 1. Alors, excusez-moi, parce que je vois plus mon écran. Voilà. C'est l'adaptation au comportement des autres, le fait que eh ben, je dois m'ajuster au comportement des autres, soit parce qu'ils parlent trop fort et ça me gêne, soit au contraire parce qu'on me demande un silence extrêmement élevé. Et vous allez voir, c'est quelque chose qui va revenir régulièrement et qu'on va revoir un peu en sous-jacent sur un certain nombre de points. Ça va être le rapport au bruit, le fait que vous trouvez ça trop silencieux ou trop bruyant. Et puis on va voir, il y a un autre gros irritant et qui apparaît d'ailleurs assez rapidement dans les inconvénients, c'est en fait les réservations. Le fait qu'il y a des gens qui ne réservent pas leur bureau, alors qu'ils le pourraient hein, quand vous êtes attaché au site et que vous êtes sur le site auquel vous êtes attaché, et que même parfois, quelqu'un qui n'a pas réservé refuse de bouger de place quand la personne qui a réservé vient. Donc on voit également le problème qui est le fait qu'il n'y aurait pas assez de bureaux et pas assez d'espace où on peut s'isoler, notamment sur le fait que lorsqu'on est sur des jours qui sont chargés, en fait, on a du mal à s'isoler ou à trouver un bureau. Ou des fois, lorsqu'une salle a été réservée, il y a la personne qui a réservé avant dure plus longtemps et que vous êtes obligé d'attendre et vous ne pouvez pas utiliser la salle. Et qu'il y a un peu un nombre de choix plus faible par rapport à avant. Ce qui n'est pas complètement vrai, mais on a tendance à vouloir rester sur les salles qui sont sur son environnement proche, alors que ce soit au 6e à Equinox ou au premier à Season, vous avez accès à des salles de réunion qui sont en général moins utilisées. Le troisième item, c'est le relationnel qui est remonté comme étant un inconvénient. C'est le sentiment d'être mal accueilli et ça, je trouve ça très dommage. C'est-à-dire que des fois, je vais dans un espace qui n'était peut-être pas mon espace habituel, dans un quartier où c'est peut-être un autre service qui a l'habitude de s'installer et je suis mal reçu. C'est-à-dire que grosso modo, on me fait comprendre que ce n'est pas l'endroit où je dois m'installer. Ici, c'est la gestion, le commerce, que sais-je, et je suis mal reçu. Donc, vous l'avez remonté comme étant un inconvénient et ça transparaît en fait quand on regarde les verbatims. Il y a un retour aussi important sur
le management plus complexe. Donc, vous voyez, c'est marrant parce que d'un côté, on dit management plus agile et puis de l'autre côté, dans les inconvénients, vous parlez d'un management plus complexe. Je vais essayer de l'encapsuler de façon plus générale. C'est la difficulté d'être en mode hybride où certains sont en présentiel et certains sont à distance. Donc vous dites, bah, finalement, on ne se voit plus comme avant. Euh, on n'a plus de réunions d'équipe en présentiel. Alors, je veux souligner que ça, c'est faux. Vous avez le droit, et certains d'ailleurs sont en train de le faire, de dire le mardi, une fois par mois, tous les 15 jours, bah, je souhaite que l'ensemble de l'équipe soit présente et qu'on fasse une réunion en présentiel. Donc ça, c'est possible, mais vous soulignez le fait que pour vous, c'est un inconvénient. Donc, bah, je vous incite, si c'est ce que vous pensez, à mettre en place ces réunions d'équipe en présentiel. Je crois que Laurent est en train de faire ça côté commerce. Vous indiquez également qu'on résolvait mieux les problèmes avant, quand on n'y avait pas de télétravail, on se voyait tous, on se parlait, on échangeait impromptu et on arrivait à traiter plus rapidement les problèmes. Donc ça intervient aussi dans le management plus complexe qui remonte. Et puis, on le voit un tout petit peu après, mais je mets tout ça dans le même item, euh, le fait que pour les nouveaux entrants, vous êtes moins encadré puisque vos collègues ou votre manager va être sur une relation à distance et que ça rend les choses un peu plus complexes. Voilà, une fois qu'on a dit ça, moi personnellement, je pense que on ne reviendra pas en arrière sur le télétravail, d'abord parce que c'est aussi ce que vous souhaitez en premier, c'est d'avoir cette capacité à être des fois chez vous et des fois au bureau. Donc je ne vois pas les choses changer. Donc moi, mon learning, c'est qu'il va falloir qu'on apprenne à vivre avec ce mode hybride et que sur la partie des inconvénients que vous remontez, ben, il va falloir qu'on trouve des modes opératoires pour qu'on arrive à pallier le fait que parfois on se voit, mais parfois la relation est à distance et ça peut des fois nous déranger. Donc c'est un vrai chantier en fait qui s'ouvre, je trouve, par rapport à ce mode de fonctionnement. On va dépouiller plus en détail. On vous reviendra avec quelques actions et quelques idées de ce que pourrons faire. Je voulais néanmoins d'ores et déjà quand même faire un premier constat et vous dire que j'ai l'impression que 50% des irritants pourraient être tout simplement éliminés si on appliquait des règles de ce que j'appelle moi de gros bon sens. On va pas dire du gros bon sens à l'écran, et on va dire les règles du bon vivre ensemble. Et elles me semblent impératives parce que quand on est en flex, il faut faire peut-être plus attention à l'autre. Donc, dans la première chose, il est impératif de réserver votre bureau. Quand je viens et que je n'ai pas réservé mon bureau, je regarde le code barre et je vais réserver mon bureau. Et si ce bureau est déjà pris, je vais m'installer ailleurs. Donc, il est impératif que vous réserviez votre bureau. Je sais que si vous êtes à 6 zones, alors que vous êtes attaché à Equinox ou réciproquement, c'est pas facile. Donc, à ce moment-là, on sait qu'on doit bouger si quelqu'un avait réservé le bureau ou demander à un collègue de le faire pour vous. Mais on ne peut pas accepter d'avoir quelqu'un qui se met sur une place et quand ce bureau est réservé et que la personne qui l'a réservé arrive, que cette personne se fasse jeter. Donc ça, voilà, ça a été remonté et je suis complètement d'accord sur le fait que la réservation du bureau est un impératif. La même chose, réservez vos salles de réunion et respectez, je sais que ce n'est pas toujours facile, mais faites en sorte de respecter le timing. Une routine assez facile, hein, c'est quand on démarre la réunion, dire on a 1 heure, est-ce que tout le monde est d'accord qu'on va le caler en 1 heure? Et si on se rend compte que on a pour 2 heures de discussion, c'est de dire à ce moment-là, on va couper la réunion en deux et on retrouve un autre créneau. Parce que si quelqu'un attend, c'est très désagréable puisque vous le mettez en retard et lui va être aussi en retard et ainsi de suite. Donc, pensez à réserver les salles de réunion et pensez à respecter, s'il vous plaît, le timing des salles. Pensez aux autres quand vous parlez. C'est vrai que pour certains, peuvent faire un peu profiter de leur conversation téléphonique à l'ensemble de l'entourage, mais l'entourage ne va pas forcément l'apprécier. Donc faites attention, certains parlent plus fort que d'autres. Et si vous sentez que ça dérange, essayez, si vous trouvez, à vous isoler ou tout simplement à parler un petit peu moins fort. Normalement, on a tous des casques, ils captent, enfin, ils évitent assez bien les bruits alentours et donc on n'a pas forcément à parler trop fort. Donc n'hésitez pas par rapport à ça. Une pratique qui nous a semblé intéressante à souligner, c'est penser à mettre vos caméras quand on est dans une réunion d'équipe en visio ou même en mode hybride. Il n'y a rien de pire que de voir des gens en mode présentiel et puis de voir juste les initiales des autres personnes. Et finalement, on ne capte pas tout quand on parle, votre langage corporel, vos réactions. On peut se demander si vous êtes en train de faire vos emails ou de suivre la réunion. Donc, voilà, ça me semble bien. Et aujourd'hui, on n'a plus de problème de taille de tuyau sur les VPN. Donc, de mettre vos caméras lorsque vous êtes en visio.
Soyez accueillant, soyez accueillante avec les autres, hein. Le cas qui a remonté dans certains verbatim, je me fais un peu jeter quand je m'installe pas dans mon carré. Bah, je trouve que c'est pas normal. C'est un des avantages du flex, c'est de pouvoir s'installer et de se mélanger un peu plus. Et puis profitons du bureau pour socialiser. Alors plutôt à la tisanerie ou à un endroit spécial. Si vous faites une réunion d'équipe, prenez une salle de réunion pour ça et ne faites pas sur le plateau s'il y a d'autres personnes à côté qui sont en train de travailler. Enfin, ben oui, il y a un problème de salle, notamment c'est plus prégnant sur Season. Et il y a aussi à essayer de faire attention, de mieux lisser, puisqu'aujourd'hui on est très concentré sur mardi, mercredi, jeudi, et donc d'essayer de mieux lisser. Si on lisse mieux les journées de présence et on y inclut le lundi et le vendredi, les problèmes de salle vont baisser. Voilà, je voulais également indiquer, on n'a pas repris les sujets informatiques puisqu'ils sont malheureusement extrêmement connus. Il y a beaucoup de travaux en cours, il y a beaucoup de budget qui est alloué, mais ça ne va pas se faire en une nuit. Et il y a également un travail en cours pour que les téléphones fonctionnent mieux. Il y a une étude froide, notamment à Equinox, qui est en cours, puisque le propriétaire d'Equinox a dit qu'il appliquait la sobriété énergétique et qu'il était à 19 degrés. Moi, j'ai testé, notamment la salle Coluche, il fait un froid fort. Alors, plus vrai le lundi que peut-être les autres jours. Et donc, on a indiqué à la DET, on est en train de regarder, que peut-être qu'on est à 19 en moyenne, mais si on est à 15 dans une pièce et à 25 dans l'autre, ça fait 20 en moyenne, mais c'est quand même pas bon. Et puis, ça a été remonté pour certains. J'ai oublié mon badge, je ne peux pas accéder à mon casier. Eh bien, en fait, il y a une appli sur le téléphone qui s'appelle Vecos et vous pouvez, alors il y a une petite configuration à faire, mais vous pouvez ouvrir votre casier, pas uniquement avec votre badge, mais avec votre téléphone via l'appli Vecos. Voilà, avec ça, j'en ai fini sur le retour d'expérience du Flex. Comme je l'ai indiqué, on reviendra vers vous plus en détail, mais on voulait vous donner un premier retour. Et s'il vous plaît, regardez bien ces 6 règles de conduite et du vivre ensemble pour les appliquer. Alors, je ne sais pas à ce stade, Fabrice, si on a des questions. Alors effectivement, on a des premières questions qui sont arrivées, de savoir s'il y a des projets d'acquisition côté MSH, parce qu'on a parlé des projets au niveau du groupe. Alors oui, on en avait un qui n'a pas, enfin, sur lequel j'ai maintenant moins d'espoir, qui nous aurait permis d'avoir un meilleur positionnement, notamment en Afrique. Il y en a un autre qui est en cours, qui est beaucoup plus petit, sur une activité un petit peu adjacente, qui nous permettrait voilà, d'internaliser certaines offres. Et il y en a un troisième, mais qui est encore extrêmement prématuré pour pouvoir en parler. Donc oui, on nous a demandé d'ailleurs, chaque business unit a fait sa feuille de route en termes d'acquisition pour que le groupe puisse voir un petit peu ce qui serait nécessaire de mobiliser et pourquoi. Et donc, nous, côté message, on a dit de façon extrêmement simple, ça doit rentrer dans la stratégie, ça doit être un accélérateur de stratégie. C'est quoi notre stratégie? C'est faire plus d'individuels. Donc partout où on pourra acheter et être plus présent sur l'individuel, on le fera. C'est d'avoir une expansion géographique, d'être sur des réseaux et d'avoir des réseaux plus puissants, y compris des réseaux de providers. Donc si c'est le cas, on le fera. C'est d'arriver, je ne vais pas le dire comme ça, mais à passer mieux nos prix, donc à avoir des propositions de valeur différenciantes et si on peut trouver des acquisitions qui le permettent, on le fera. Et puis également, mais ça c'est beaucoup plus, j'y crois moins, c'est une acquisition d'une entreprise qui serait technologiquement plus avancée avec des actifs plus intéressants et à ce moment-là, on achèterait avec la boîte les actifs qui vont avec. J'y crois moins parce que d'expérience, c'est très très cher et finalement, ça va mieux de les développer soi-même. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Merci. Il y a une autre question qui porte sur le télétravail, donc qui est de savoir s'il est possible en fait de télétravailler alternativement en présentiel sur le site de son choix. Par exemple, est-ce que je peux travailler à Equinox le lundi et à Season le vendredi? Alors, si c'est le lundi et le vendredi, ma réponse sera peut-être différente que si c'est le mardi ou le jeudi. Il y a un problème, il y a un taux de présence en fait et un taux d'espace à 6 zones qui fait que on est quand même bien chargé et il y a des jours, alors je pense le mardi, où pratiquement l'intégralité des postes sont occupés puisqu'on a en plus quelques externes, des consultants qui peuvent travailler par exemple à la MOA. Donc, si vous êtes à 6 zones et que vous voulez aller à Equinox, je vous encourage à le faire. Je trouve que c'est une excellente idée pour rapprocher les équipes. Donc, dans ce sens-là, j'ai pas d'état d'âme. Dans l'autre sens, attention, parce qu'il y a des jours où 6 zones est très chargé
Et en plus, je pense que quand on est, moi, si je suis attaché à Season, quand je suis à Equinox, je ne peux pas réserver et réciproquement. Et du coup, si tout est réservé, vous serez obligé de vous déporter sur PSC ou sur d'autres bureaux, donc ce sera moins sympa pour vous. Donc, je pense que si c'est un lundi ou un vendredi, il y a zéro sujet parce que les bureaux sont moins chargés. Si c'est mardi, mercredi ou jeudi, essayez de voir si vous avez la capacité à réserver ou à voir. Donc, sur le principe, oui, mais il ne faut pas abuser vers Season parce qu'on est relativement occupé en termes d'utilisation des espaces. Il y a deux autres questions. La première qui est de savoir quand nous allons recevoir nos avenants de télétravail. C'est une bonne question. Non, mais je ne sais pas en fait. Donc, on va poser la question et je pense je ne sais pas si on renvoie la présentation ou sinon je repasserai la réponse par les membres de direction. D'accord. Et donc, la dernière question, il y a beaucoup de questions. Un rapprochement des équipes Season et Equinox est-il prévu pour une meilleure collaboration entre équipes et une meilleure répartition? Donc là, on parle de MSH. Oui. Alors non, je crois que je l'avais dit à certains, quand il y a eu le passage au flex et le fait que les gens de Dio venaient sur Season et sur Equinox, on nous a demandé, c'est l'équipe commerciale individuelle, de voir comment on devait répartir. On nous a demandé qu'il y ait 10-12 personnes, je crois, en plus sur Equinox versus Season. Et honnêtement, j'ai hésité à ce moment-là, et c'est un échange qu'on a eu dans le cadre du COMEX, à mettre tout le monde sur Equinox. J'ai pas voulu le faire, je crois que c'était en février, donc je venais d'arriver. C'était assez partagé dans la discussion, donc j'ai pas osé le faire. Maintenant, on est dans l'environnement actuel voilà, qui fonctionne et il faut qu'on applique les règles de bon sens que j'ai indiquées précédemment. Donc, on va pas refaire un changement, un déménagement, etc. Donc, la réponse n'est pas envisagée, mais ça m'a traversé l'esprit. Après, voilà, si demain il y avait d'autres acquisitions et mouvements, on revisitera la question, mais elle n'est pas d'actualité. Merci. Alors, on a d'autres questions. Je propose qu'on continue le webinar parce que Tu es le gardien du temps aussi. on Très les bien. prendra un peu plus tard. Eh bien, notre duo. Très bien, je crois que c'est à moi de commencer. Bonjour à toutes et à tous, donc ravi d'être avec vous aujourd'hui. Un petit point d'étape commerciale donc en cette fin d'année, donc avec une dynamique commerciale qui se poursuit puisqu'on a le bonheur de pouvoir vous annoncer qu'on a gagné la prévoyance de TGF, c'est tombé hier soir, donc c'est vraiment tout frais. Donc ça conclut une année qui est quand même une bonne année. Je ne vais pas revenir sur les succès précédents. Et c'était d'ailleurs un de mes deux souhaits pour Noël, et je remercie tous ceux qui ont travaillé à ce succès. Et mon deuxième souhait pour Noël, je vous en parlerai tout à l'heure. D'autres succès marquants sur les bilans de santé qui montrent que cette offre a trouvé sa cible. Donc c'est prometteur, c'est aussi encourageant, puisque cette offre doit être améliorée. Donc on a récemment vendu cette offre à Colas Rail, Safran, et on espère que L'Oréal souscrira également. Bon, Société Mantoux, c'est un petit dossier. Et nous avons passé l'oral organisé par Mercer France, qui lance une nouvelle gamme, priorité à l'entreprise, et nous espérons bien en devenir le gestionnaire. Quelques déceptions, on ne peut pas tout gagner dans la vie. On a cité deux, donc la Banque africaine de développement. Alors les conclusions ne sont pas définitives, mais malgré tout, pas aujourd'hui les mieux positionnés sur ce dossier qui nous tient à cœur. Et Stellantis, qui a fait le choix de la simplicité, je dirais, et de rester chez NR. Mais malgré tout, l'année est encourageante et d'autres dossiers sont toujours à l'étude. Évidemment, les Nations Unies, énorme dossier qu'on a déjà évoqué, avec une mise en place qui, si elle se fait, sera effet avril, donc beaucoup d'enjeux. Dossier qui ne sera pas simple. IRENA, une organisation basée aux Émirats, et d'autres dossiers comme SBM ou d'autres organisations internationales que Laurent aura cette fois-ci la chance de suivre suite à mon départ. À toi, Laurent. Merci beaucoup, Laurent. Avant d'attaquer la suite, je voulais vous dire merci à tous parce que Laurent, avec son humilité qu'on lui connaît, vient quand même de vous dire que vous aviez réussi une très belle année commerciale grâce au travail de tous, les équipes commerciales, bien sûr, mais aussi et surtout toutes les autres équipes de MSH en France et à Tunis. Et je crois que c'était le plus beau cadeau de départ
que vous pouviez faire à Laurent. C'est faux. Le plus beau cadeau, c'est de m'élire sous vos pieds de Noël. Ça, ce serait vraiment un beau cadeau. Je vous remercie, chers collègues. Et je me tais. Bon. Alors, on revient au sérieux. Et oui, il faut le dire, l'année a été très belle en termes commerciaux. Je ne vais pas reprendre les Airbus que vous connaissez, le Mofa Irak, ou encore la très belle victoire que Antonio et vous tous avez apporté la veille de ce WhatsApp à tout le monde avec le TGF. Mais je crois qu'encore une fois, le plus beau cadeau que vous pouviez faire à Laurent, c'était de lui proposer de quitter l'entreprise au sommet grâce à tout ce qu'il a fait ces 25 dernières années. Voilà. Donc, ce succès commercial, c'est aussi la plus belle façon que vous aviez de l'honorer et d'honorer la qualité de son travail. Une fois qu'on a dit ça, des discussions sont en cours avec plusieurs assureurs. Parce qu'on sait que pour jouer notre rôle de courtier conseil et de défendre les intérêts de nos clients, eh bien, il faut qu'on ait un maximum de propositions assurance. Donc, on a lancé un chantier pour élargir nos partenariats assurance afin à chaque fois d'avoir la certitude de pouvoir proposer à nos clients les meilleures offres assureurs disponibles sur le marché. Des discussions sont ainsi en cours avec Groupama, avec CNP Assurance ou avec Groupama Galvin, en plus évidemment de nos fidèles assureurs traditionnels que sont AXA et Allianz. Au niveau commerce toujours, sur l'individuel, on a tenu à souligner les très jolies performances de fin d'année de nos équipes qui travaillent sur l'individuel, tant sur la partie directe que sur la partie courtage. Si on parle concrètement en chiffres, novembre a été le plus joli mois de l'année en termes de production individuelle. Et si on compare ce mois de novembre 2022 par rapport au même mois de novembre sur ces 5 dernières années, eh ben, c'est la deuxième plus belle performance. Donc bravo aux équipes individuelles pour cela. Le mois de décembre s'annonce plutôt bien aussi. Le courtage est particulièrement actif et le direct n'a pas donné son dernier mot. Donc il est bien possible qu'on termine l'année en individuel, en beauté. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis en place un petit challenge commercial que les équipes ont visiblement à cœur de remporter. Et puis enfin, les renouvellements. Je crois que Frédéric en a parlé en introduction. Les renouvellements se déroulent dans d'excellentes conditions cette année. On a eu à passer des majorations parfois significatives, voire très significatives auprès de nos clients et elles sont toutes passées. Elles sont toutes passées, donc ça c'est un super boulot, notamment au niveau des équipes commerciales. Donc je tiens vraiment à les féliciter parce que quand il faut aller voir un client et puis lui expliquer que son S sur P, il est à 120 ou 130% et qu'il va falloir appliquer une majoration de 20 ou 30% plus l'inflation médicale et donc augmenter ses primes de 40%, eh bien, il y a un sacré boulot de conviction à faire. Et ce boulot de conviction, il est fait aussi parce que derrière, le client sait qu'on a une qualité de service au niveau de nos back-office, au niveau de nos équipes médicales, au niveau de nos équipes réseau, qui sont exceptionnelles. Donc, bravo pour ces renouvellements. À date, on a priori perdu un seul dossier, B6, et tout le reste a été renouvelé et renouvelé encore une fois avec des majorations parfois très significatives. Donc, bravo à tous pour ce superbe boulot. Bien, merci pour le point. Maintenant, passons un peu, puisque c'est le dernier webinaire, comme je l'ai indiqué, à la rétrospective. On a appelé ça les tops et les flops. Voilà ce que nous estimons être de grande satisfaction quand on regarde 2022 sur ce qu'on a fait. Et puis, peut-être là où on a quelques déceptions. Donc, je crois qu'on commence par les flops. Je ne sais plus qui commence. C'est moi qui commence. Bonjour à tous. Donc, je vais commencer sur les flops. Alors, sur 2 flops qu'on connaît malheureusement trop bien dans le groupe et chez MSH. Le premier, la difficulté à recruter. Donc, vous savez que voilà, les temps de recrutement sont particulièrement longs
surtout cette année avec voilà, un marché de l'emploi qui a repris, c'est tant mieux pour la France, à une certaine vigueur. Donc, on a des difficultés à trouver les compétences que l'on recherche et des temps effectivement de recrutement qui peuvent être plus longs qu'à l'accoutumée, qui étaient des temps qui étaient déjà trop longs, mais qui sont encore plus longs. Donc, c'est compliqué, surtout sur des expertises difficiles parfois à trouver, hein, des expertises, que ce soit des expertises commerciales ou des expertises en gestion. Hein. Donc, je prendrai un exemple, on recherche activement des germanophones pour gérer le contrat Airbus au 1er janvier. On vient d'avoir seulement quelques CV et on démarre dans 15 jours. Donc, c'est extrêmement tendu. Donc, toutes les équipes seront mobilisées, bien évidemment, pour rendre le service dès qu'on démarrera la mise en place du contrat, mais ça ne facilite pas la prise en main de contrats qui sont complexes et sensibles à gérer. Et donc, la contrepartie de ça, effectivement, on a demandé à la DRH d'accélérer ce recrutement et aussi, avec l'aide de la direction de groupe, de mettre en place des KPI sur ces délais pour pouvoir les mesurer et aussi, comme toutes les fonctions support, hein, qui sont des prestataires de services pour les métiers, de pouvoir challenger le niveau de service rendu au business unit. Donc ça, c'est vraiment important. Ça va se mettre en place progressivement sur l'année 2023 et ça nous aidera aussi à nous améliorer collectivement sur les recrutements à venir. Sur les outils, comme j'avais dit lorsque j'avais présenté le kick-off sur Golden Gate, on ne peut pas faire une transformation sérieuse des opérations au sens large sans avoir une performance et une stabilité de nos outils. Ça, c'est notre plus gros challenge. Je le répète. Je relais votre déception au quotidien, les difficultés que toutes les équipes, pas seulement en gestion, éprouvent sur la performance des outils, pas plus tard que mercredi avec l'incident qu'on a eu, où on n'est même plus sur de l'exaspération ni du découragement, c'est les gens regardent et puis ils sont tellement habitués que de toute façon, voilà, il se passera ce qui se passera. Mais et ça, c'est vraiment cette philosophie-là qu'il faut qu'on modifie. On n'y est pas arrivé hein, très clairement sur 2022 et on est loin d'y arriver selon moi si on continue dans ce sens-là. Donc il faut changer de braquet vite pour qu'effectivement on puisse avoir des outils stables qui fonctionnent, qui puissent nous permettre de rendre le service attendu à nos clients RH, à nos clients assurés, etc. Donc il y a un gros travail qui est fait par la DSI sur le back, hein, sur l'infrastructure back-office, puisque c'est là que le bas blesse. C'est pas V9, Contact, etc. C'est la partie network, infrastructure qui supporte nos outils de gestion qui est en difficulté et sur lequel il faut très rapidement s'améliorer. Sinon, on risque effectivement d'avoir de grosses mauvaises surprises au niveau client l'année prochaine. On est tous mobilisés, la DSI est mobilisée, mais c'est vraiment le point sur lequel il faut qu'on travaille pour pouvoir, comme je disais, changer de palier et accompagner ce que disait Frédéric et ce qu'on va vous présenter, toutes les évolutions qui vont être mises en place en termes de relations clients, en termes de transformation des opérations et en termes de gain commercial. Sinon, c'est vrai qu'on n'y arrivera pas. Et voilà, ça fait partie des flops 2022, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver en 2023, mais il va falloir accélérer sérieusement. J'enchaîne avec une déception partagée quant au retard hein, de la mise en production de la version dite refactorisée de notre tunnel de vente, le TDS et Extranet Broker, le BK, pour les produits packagés, qui était au programme pour l'année 2022. Donc c'est une version qui doit permettre de stabiliser cet outil essentiel pour nos ventes. Donc cette version est toujours en test, très attendue de tous, en particulier par les équipes commerciales. Et nous espérons un aboutissement début 2023. Le sujet est suivi de très près, mais c'est vrai que cette phase de test a été plus complexe que prévu. Par ailleurs, au titre des insatisfactions hein, qui sont liées à des process ou à des outils, nous comptons toujours certains dysfonctionnements hein, qui nous font perdre du temps et peuvent impacter notre relation avec les prestataires de soins. Il peut s'agir de retard de paiement, de rejets bancaires, qui ne sont d'ailleurs pas nécessairement dépendants de notre volonté, et du sujet avec les banques, on en a bien conscience. Il y a aussi le problème des factures qui ne sont pas toujours bien acheminées, les factures des prestataires. Donc voilà, cet ensemble de choses constitue des irritants persistants qui impactent aussi votre quotidien, vous le savez bien. Donc
il faudra continuer à y travailler en 2023, même si nous voulons souligner que pour la majorité des cas, le processus est évidemment maîtrisé. Merci Amandine. J'enchaîne, donc quelques flops côté commerce. Le premier étant peut-être un peu ésotérique pour vous. Donc Aetna, assureur américain, a décidé de céder ses droits à renouvellement à Allianz. Donc en gros, Aetna a présenté à ses clients Allianz en disant voilà, mes amis d'Allianz reprennent mon portefeuille, ils sont formidables, allez chez eux. Donc cette opération nous a clairement donné une fenêtre de tir et nous avons, avec AXA, eu comme projet de monter une offre dans certains pays, plutôt sur de l'individuel et du middle market. Et force est de reconnaître qu'on n'est pas arrivé à aller jusqu'au bout de la démarche. Donc cette offre n'a quasiment pas abouti. Et les torts sont partagés. On peut souvent blâmer AXA, mais là, en l'occurrence, je pense que nous-mêmes, on n'a pas été très performants. C'est quand même une opportunité qu'on a ratée. Allianz a fait du très bon travail. Une fenêtre de tir se représentera sans doute l'année prochaine, mais malgré tout, c'est un échec important pour moi sur l'année écoulée. Le deuxième point, Laurent l'a évoqué, je vais aller très vite, surtout que le timing est un peu serré. Les assureurs, effectivement, qui parfois nous font défaut, parfois en plein appel d'offres, en bout de course, et on se retrouve, gros gens comme devant, incapables de répondre à des appels d'offres qui nous tiennent à cœur. Et là encore, ce sont des pertes d'opportunités importantes pour nous. Le dernier point, donc un peu côté plutôt technique, un manque de temps, un peu manque d'anticipation quelque part sur le pilotage des résultats. Nos résultats sont parfois fondamentaux pour nous, notamment sur le portefeuille individuel. Et c'est vrai que les équipes sont toutes très prises et on aimerait pouvoir passer plus de temps et anticiper un peu mieux l'évolution de nos résultats techniques. Bonjour à tous, je vais terminer sur la partie des flops, en notant que nous avons toujours des difficultés pour constituer une base de données, un référentiel de l'ensemble de nos prestataires de santé, de notre réseau commun à tous les bureaux, en ciblant peut-être un peu plus précisément la difficulté d'obtenir des informations partagées avec nos équipes en Chine. Un souci qui est de plus en plus prégnant sur le recouvrement des sinistres de la CFE. Vous savez que nous gérons le remboursement de la part CFE sur nos contrats dits en complément de la CFE. C'est à peu près 14 millions d'euros que nous payons pour leur compte chaque année. Et nous avons découvert un peu au fil de l'eau que du fait de désynchronisation entre nos bases assurées et les leurs, la CFE ne nous remboursait pas un certain montant de prestations. On doit se battre et on doit revoir nos règles. Si sur 14 millions, ils nous en remboursent 95%, il y a 5% qui ne nous remboursent pas, c'est 700 000 euros, donc c'est beaucoup d'argent. Donc on a à cœur avec Laurent Benoît, et sûrement qu'on mettra à contribution des équipes commerciales, de revoir de fond en comble le processus de paiement pour le compte de la CFE l'année prochaine. Enfin, on parlait du pilotage des résultats et du besoin d'anticiper et de les présenter au plus tôt aux clients. Force est de constater qu'on peut encore nous améliorer sur la remontée des cas graves, ce qui est sûrement un sujet complexe, mais qui est un irritant pour un certain nombre de nous. On passe au top. Et attention, au timing, effectivement. Garde le temps, me fait des signes. Je vais commencer les tops. Oui, c'est bien ça. Oui. Vas-y. Bon, juste en introduction, je voudrais que tout le monde réalise qu'on a bien compris d'où vient le patronyme de Laurent. Voilà. Bon, okay. Donc, pour ma part, au nom du COMEX, je voudrais souligner parmi les réussites de l'année l'engagement fort des équipes et le renforcement des échanges entre les bureaux en 2022. Alors, les équipes ont montré tout au long de l'année une motivation vraiment importante, prête à se remettre en cause, des process ou des façons de faire. Et leur engagement dans le projet Golden Gate, je crois, est un très bon exemple. Et le tout dans un très bon état d'esprit. Donc, merci à tous pour ça. La collaboration également entre les équipes des différents bureaux s'est renforcée cette année et plus particulièrement peut-être entre les équipes Précert, Médical et Réseau, Tunis et Paris qui sont en contact permanent.
Et puis plus high level, mais à souligner aussi la tenue désormais de façon trimestrielle de CEO meetings. Donc les CEO meetings, comme son nom l'indique, ce sont des réunions qui rassemblent nos CEO et dont le but est la recherche de synergie et de coopération entre les bureaux. Donc de bonnes ondes, en tout cas pour cette année, et un grand pas, me semble-t-il, vers le One MSH qu'on a tous envie de construire ensemble. Voilà. Fred, tu l'as mentionné tout à l'heure, alors évidemment 2022, c'est le lancement d'un projet majeur, global, toute BU de transformation des opérations, que vous connaissez tous maintenant sous le nom de Golden Gate, piloté par Laurent Bonnotte et toute l'équipe projet. Donc le kick-off a eu lieu en septembre. Golden Gate regroupe 5 streams dans lesquels beaucoup d'entre vous travaillent d'arrache-pied pour aboutir à des premières réalisations en 2023. Et c'est un projet majeur pour MSH puisque la satisfaction du client sera remise au cœur de notre ADN et va irriguer donc en profondeur nos outils, nos processus, nos métiers et puis aussi notre culture à l'heure du digital. Succès commerciaux, c'est qui? Patrick. Alors, attendez une couleur bronze, alors. Les deux Laurent en ont déjà parlé. Donc, cette année, on a encore été marqué par des beaux succès commerciaux. Les MOFA, donc MOFA Gabon, MOFA Irak, Airbus, Accor en cours d'année, les bilans de santé sur des clients en portefeuille et une défense du portefeuille qui fait qu'on a eu très peu de résiliation. C'était également Decathlon peut-être, mais ce n'était pas dans le cadre d'un renouvellement tarifaire. Et puis même en cas de redressement compliqué, ça ne s'est pas traduit par des pertes de clients. C'est plutôt une belle réussite. Ça a également été noté une reprise de l'activité individuelle depuis le second semestre. On a eu un premier semestre un petit peu compliqué, mais un second semestre qui caracole, donc c'est super et ça donne de bonnes perspectives pour l'année prochaine. L'accord triennal qui est renouvelé avec Prévinter, alors ça a deux impacts. Prévinter contribue financièrement à nous aider à mettre en place notre volonté de progrès et leur concours dans des groupes de travail montre qu'ils sont complètement alignés sur nos ambitions d'évolution de notre organisation. Et puis on a remporté des contrats, souvent des contrats complexes, mais après il faut les mettre en place et les gérer. Et force est de constater que ce soit le MI, CICR ou Airbus qui comporte son lot également d'évolutions, et tout ça va s'est traduit et va se traduire pour Airbus par des évolutions et une mise en place réussie au sein des équipes de gestion. Je vais donc prendre la parole sur la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités. Alors là, je parle plutôt sur espace assuré ou espace RH, donc plutôt des espaces Internet, avec les certificats d'aptitude des bilans de santé qui remontent maintenant sur chacun des espaces, soit en mode pur certificat pour les RH, soit en mode complet pour les assurés. Alors j'aurais bien aimé mettre les bilans de santé dans l'ensemble des tops, mais il nous reste encore quelques petites fonctionnalités à fixer avant d'être sûr que c'est complètement un top, bien que ce soit déjà un top sur le plan commercial. Les compteurs en ligne qui arrivent progressivement au fur et à mesure de certains clients. La visualisation également des factures dans les décomptes pour les assurés sur les espaces Internet. Et une nouvelle fonctionnalité qu'on a mis dans les tops, mais qui ne sera effective que lundi, qui est pour l'instant pour un seul client, qui est le CICR, mais des demandes de callback, donc il va être fait à titre de test avant d'être développé et ouvert sur plusieurs clients. Voilà ce que j'avais à dire sur les espaces. Bonjour à tous. Assez coquinement, je pense, on m'a demandé de parler d'un réseau qui fonctionne de mieux en mieux. On va parler du réseau de prestataires médicaux. Si vous permettez, je vais intervertir les points 10 et 11. Je vais d'abord vous parler du renforcement de notre réseau global.
En fait, donc là, le chiffre, c'est on a plus de 500 nouveaux prestataires, et notamment dans des zones à risque. Alors, comme ça, dit comme ça paraît anodin, mais il y a un travail assez conséquent derrière. Pour vous illustrer un peu le résultat, j'ai demandé à Dominique de me dire ce que représentait en gros le travail nécessaire pour acquérir un nouveau prestataire dans une zone à risque. Alors, en moyenne, juste pour que vous ayez un ordre d'idée de ce que m'a répondu Dominique, en moyenne, je ne parle pas d'une zone à risque, pour pouvoir rentrer un accord avec un nouveau prestataire. Alors, les accords, évidemment, vous avez compris, l'objectif, c'est de minimiser les coûts quand nos assurés se rendent chez ces prestataires. Et donc, il y a une grosse difficulté liée au fait que, les référentiels de services ne sont pas les mêmes chez tous les prestataires, donc ça augmente une difficulté, mais juste pour vous donner un chiffre, donc ça représente 5 jours de travail plein et ça représente 3 mois de mise en place, un prestataire. Et donc là, on voit qu'en une année, on en a fait plus de 500, et évidemment, dans les zones à risque, c'est beaucoup plus. Donc, les prestataires, c'est au même titre, j'ai envie de dire, pas tout à fait, mais la vitrine de MSH à l'extérieur, exactement comme l'extranet. Et le fait qu'il y en ait beaucoup, ça améliore grandement notre image, et merci à Dominique et à ses équipes parce qu'il y a eu un gros travail de fait. Ce gros travail, en fait, il aboutit sur la ligne 10 maintenant, la mise en place des contrôles des tarifs. En fait, là, Dominique, avec ses équipes, se sont rapprochés des équipes de gestion. Là aussi, on est dans une logique de cross-travail inter-équipe qui est hyper intéressante à prendre. Grâce à ce travail, en fait, je vais vous expliquer un peu la démarche qui a été retenue. Dominique a souhaité mettre un échantillonnage pour savoir, parmi des prestataires qui étaient en Afrique sur un client particulier qui était la SECNA, voir combien de prestataires respectaient les contrats. Et parmi ces prestataires, il s'avère qu'il y en a très peu qui respectent, il y en avait 32%. Et donc là, on est rentré dans un trend où on va renforcer grandement tous les contrôles qu'on va faire pour vérifier que les prestataires respectent bien leurs engagements. Donc voilà. Ensuite, sur l'automatisation des écarts de change, dernier petit point. Sachez que jusqu'à présent, quand on facture des décomptes, quand on paye des décomptes, on facture ensuite les frais de change à nos assureurs. Et les règles de calcul des frais de change ont été entièrement revues parce que les assureurs remettaient en cause un certain nombre de modalités de calcul. Et ça a entraîné un gros travail. Et là, on en est au bout. Et nos assureurs sont prêts à jouer le jeu complètement grâce à ces nouvelles méthodes de calcul. Voilà, merci. Et last but not least, 3 derniers points à citer en termes de fierté collective. D'abord, le fait que cette année, on ait développé des outils d'analyse de rentabilité, notamment des tarificateurs, pour être en capacité de proposer à nos clients nos prestations au meilleur prix. Il y a aussi un super boulot fait au niveau de l'actuariat en travaillant des provisions pour sinistres à payer au niveau de nos comptes de résultats qui sont désormais calculés en fonction du niveau de pay on claim ou de direct billing au sein des polices. Donc ça, c'est super important parce que pour faire simple, ça nous permet de présenter des S sur P chaque jour plus précis à nos clients. Et là, je peux vous dire que je connais très peu d'assureurs qui sont en capacité de pousser le niveau de calcul de provision pour sinistre à payer avec ce niveau de précision et de différenciation. Donc, chapeau bas à nos actuaires qui font un super boulot, qui nous aident bien commercialement. Et puis enfin, un très joli travail collectif cette année, grâce au Middle Office, à la MOA, à l'équipe projet d'Amandine et aux équipes individuelles sur le processus de revalorisation de police individuelle qui, de mémoire d'homme, ne s'est jamais aussi bien passé. Bravo. Merci, merci. Vous voyez que finalement, une année qui a été bien remplie en termes d'activité. Et puis, moi, je voudrais simplement, en conclusion, vous remercier à toutes et tous parce que je trouve qu'au niveau du COMEX, il y a une super équipe, au niveau du management et de l'ensemble des collaborateurs. C'est ma première année au niveau de MSH et je trouve qu'il y a un très bel engagement. Donc, je suis très confiant pour l'année prochaine. Justement, on va vous parler le 17 janvier. Donc, on vous a envoyé un save the date. On va tous se retrouver, l'ensemble des collaborateurs de MSH France à Élysée-Biarritz. Et on vous donnera rapidement ce qu'on a vu en 2022, mais surtout,
On va vous parler de l'année 2023 pour vous dire les éléments importants, ce qu'on veut faire dans l'exercice, nos objectifs et pourquoi. Et puis, ça sera aussi un moment où on pourra se retrouver tous ensemble en présentiel pour échanger. Voilà, on arrive au terme. Alors, on va peut-être déborder un petit peu. Il y a pas mal de questions, mais il y a aussi le résultat du concours. Donc, je vais d'abord me tourner vers Maître Tufigo pour qu'on sache qui a gagné le concours du pull le plus moche. Alors, attention, suspense. Tambour. Il va y avoir une pression incroyable. Suspense. And the winner is... No one. Tout le monde. Suspense. Yeah. Non, 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 non. Donc Laurent, je te remets le trophée du plus beau pull de Noël 2022, MSH. La lutte a été rude. Et malgré les tentatives de Laurent, c'est pour influencer l'ensemble des collaborateurs. Moi, j'avoue que je comprends pas. Non, j'avais accessoirisé en plus pour faire encore plus moche, mais je pense que C'est énorme. Voilà, bah, bravo à Laurent pour avoir gagné. Quelqu'un vient de préciser que ce n'était pas le plus beau, mais le plus moche qui a été édité. Donc, merci. Alors, je vais tenter de faire très très vite sur quelques questions et puis on reviendra vers vous sur les autres, puisque j'en ai 7 devant moi. Quand sera annoncée la campagne de revalorisation salariale, on vous a expliqué qu'on avait dénoncé les UES, Union économique et sociale des entreprises, pour faire une US commune du CSI. On doit donc passer par d'abord une étape d'élection des représentants, des personnels de l'UES réunis. Et c'est quand on aura cette élection, on aura des représentants avec un CSE unique et à ce moment-là, on pourra venir leur parler. Et donc, il faut attendre en fait cette élection pour après avoir des représentants communs avec qui on ira échanger sur les relations salariales. Donc, il y a un petit peu de temps en fait. Est-ce que je suis prioritaire pour réserver sur mon site habituel par rapport à personne d'autres sites? Oui. Des avantages pour les sorties de groupe sont-elles prévues? Donc, quelqu'un sur un contrat collectif qui passe sur un contrat individuel. Je pense que c'est un sujet qui est à l'étude, notamment dans les actifs qu'on veut faire pour pouvoir le faire plus facilement en embarquant toute l'antériorité de la personne. Donc ça, c'est quelque chose qui est à l'étude, effectivement. Quelles sont les ambitions sur les individuels vis-à-vis de concurrents, notamment April? Eh ben, c'est de faire meilleur qu'eux. Voilà, tout simplement. Donc, on veut vraiment se développer. D'abord parce que quand on regarde le marché de demain, il y aura une croissance plus élevée sur le monde de l'individuel que sur le monde du collectif. Et que c'est un marché qui est relativement si porteur et profitable. Donc, si on veut améliorer notre profitabilité, investir dans l'avenir, il faut aller faire plus d'individuels. Donc, oui, c'est un excellent concurrent, c'est une très belle cible. Il n'y a plus qu'à faire mieux que demain. Nos forces, nos faiblesses, je vous propose qu'on le laisse pour la réunion de lancement 2013. Pourquoi les assureurs font-ils défaut en plein appel d'offres? Des fois, on n'a pas tous les éléments au moment de l'appel d'offres, donc ils nous disent OK de principe, et puis on travaille, on creuse les éléments, et puis ils nous disent ah ben non, on ne peut pas jouer pour telle ou telle raison. Ça peut arriver, simplement, c'est pas bien quand ça arrive la veille de répondre, parce que ça veut dire que l'assureur n'a pas bossé assez vite, ou il ne connaît pas assez bien ses règles, ou alors il a des services, parce que des fois il doit faire des approbations en interne, comme la compliance ou le risk management, qui ont des règles un peu différentes ou des opinions différentes que le souscripteur à qui on parle. Ça, c'est assez inadmissible. C'est quelque chose qu'on est en train de travailler, mais voilà ce qui peut faire qu'un assureur nous fait défaut. Je n'ai pas répondu à toutes vos questions, j'ai essayé de faire vite. On les reprendra toutes et puis on trouvera moyen de vous y répondre. Voilà, en conclusion, je voulais à toutes et à tous vous souhaiter, vous remercier. On a, je trouve, une belle année. On a une belle équipe, donc je suis extrêmement confiant quand je regarde 2023. On se retrouve le 17 janvier pour en parler, mais comme on est proche de Noël, je voulais vous souhaiter à toutes et tous un excellent Noël, de belles fêtes de fin d'année en famille et avec vos amis. Prenez soin de vous, faites attention, il y a encore du Covid qui traîne, donc faites-vous les injections lorsque vous êtes éligible, et puis passez d'excellentes fêtes et on se retrouve pour certains que je ne verrai pas d'ici la fin de l'année, à l'année prochaine, plein d'énergie et pour attaquer une belle année 2023 tous ensemble. Merci. Merci, n'hésitez pas à compléter le sondage. Pardon. Et joyeux Noël.